Rebonjour, nous sommes toujours au café stratégique du Paris Défense Stratégie Forum, mais nous allons totalement changer de sujet. Nous allons essayer de penser la guerre d'aujourd'hui à l'aide des maîtres de la stratégie, forcément un peu d'hier, avec deux experts, le général Benoît Durieux. Bonjour mon général. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui plaît beaucoup. Je crois que ça se vend de plus en plus. En tout cas, il n'y en a plus à la librairie ici. Voilà. Il est ici, on peut le découvrir ici à la caméra. Ce livre s'intitule Les maîtres de la stratégie. On peut dire que c'est un gros pavé, hein, 508 pages, c'est déjà un gros pavé. Oui, 500 pages, 22 stratèges qui sont étudiés. Alors c'est un ouvrage collectif. Il y a en réalité 22 auteurs, puis et la codirection qui a été assurée par Olivier Vivorca, professeur d'histoire à l'université et à Normale Supérieure, et puis par moi-même. Et puis évidemment la collaboration notamment du général Hervé Pierre. Bonjour. Vous êtes, je crois, le grand spécialiste du général Beaufre. On va en parler un petit peu. Tous les civils ne connaissent pas le général Beaufre, même si je pense que tous les militaires connaissent le général Beaufre, car il a été important, c'est un stratège important, qui est encore un stratège d'aujourd'hui, et vous nous expliquerez pourquoi. Alors, général Durieux, 22 stratèges que vous avez étudiés de fond en comble. Le plus ancien, Alors le plus ancien, c'est Sun Tzu, il y a 25 ou 26 siècles. Et le plus récent, c'est justement le général Beaufre? Non, alors le plus récent, c'est le colonel Warden, qui est un colonel de l'armée de l'air américaine et qui a eu une réflexion tout à fait intéressante sur le bombardement stratégique. Alors on sait qu'évidemment, les militaires d'une manière générale sont férus d'histoire et de géographie. Alors ce livre, vous l'avez écrit pour le commun des mortels civils, vous l'avez d'abord écrit pour les jeunes militaires qui sont aujourd'hui à Saint-Cyr ou à l'école de guerre, pour qui ce livre peut être aussi une référence pour leur action de demain. Oui, ça peut intéresser évidemment les jeunes officiers, les stagiaires à l'école de guerre, mais en réalité tous les citoyens de ce pays. Quand on parle stratégie, on parle nécessairement articulation de la guerre et de la paix, de la chose militaire et des affaires de la cité. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, ce livre est à destination en réalité de tous les citoyens qui s'intéressent à ces questions. Et c'est vrai que l'actualité de ce point de vue-là conduit chacun à s'y intéresser. Elle est évidemment très très riche. Alors on peut toujours se demander pourquoi on déclare une guerre. Alors un stratège que vous aimez particulièrement, Clausewitz, dit c'est vraiment ce qu'on connaît de mieux de Clausewitz, c'est la guerre et la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. C'est toujours vrai ? Oui, en fait, ce que dit Clausewitz, c'est quand il dit que la guerre est la continuation des relations politiques par d'autres moyens. Autrement dit, quand vous avez un conflit, une guerre, vous avez à la fois des relations diplomatiques qui, la plupart du temps, se poursuivent. C'est ce qu'on observe en ce moment, même si c'est souvent par des partis interposés entre l'Ukraine et la Russie, et puis des combats. Et finalement, la guerre, c'est une sorte de négociation violente pour modifier les termes d'une négociation diplomatique. Alors la guerre, elle est sur notre continent. J'ai tout de suite envie de vous dire, Poutine, c'est un grand stratège ? Je pense que Vladimir Poutine est quelqu'un qui s'était fixé un objectif politique. De là à dire que c'est un grand stratège, à mon avis, ça reste très largement à confirmer parce que on ne peut pas dire que pour l'instant, la stratégie qu'il a déployée ait été couronnée de succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Général Pierre, j'ai envie de vous poser une question de béotien, bien évidemment. C'est quoi la différence entre un stratège et un tacticien ? Alors je pensais que vous alliez me poser la question suivante de savoir ce qu'était la différence entre un stratège et un stratégiste. Et donc je vais répondre aux deux questions. Donc le stratégiste... Celle que je vous pose et celle que je ne vous ai pas posée. Exactement, et je vais commencer par celle que vous ne m'avez pas posée. Stratégiste, c'est celui qui étudie la stratégie d'une certaine manière en chambre et qui réfléchit les questions de stratégie sous l'angle du penseur. Le stratège, c'est celui qui la conduit sur le terrain. Et donc ça me permet de faire le lien avec la question que vous m'avez posée. La différence entre un tacticien et un stratège, c'est la différence entre la tactique et la stratégie. Et si on lit Clausewitz, parce que je lis aussi Clausewitz, c'est pas uniquement le général Beaufre, Clausewitz dit
La tactique, c'est l'art de faire en sorte que les actions qui sont conduites sur le terrain aient une cohérence en termes d'opération. Et la stratégie, c'est l'art d'utiliser les opérations à des fins politiques. Et donc, la stratégie est au-dessus de la tactique, au sens où elle va utiliser les effets de la tactique pour un but politique. Et la stratégie va donner à la tactique une charge stratégique qui va faire en sorte que les actions conduites sur le terrain auront un sens politique. Alors, Général Durieux, il y a un chapitre que vous consacrez à quelqu'un, moi je n'aurais pas du tout pensé qu'il était un stratège. Il s'agit de Mao Tse-tung. C'est vrai que Mao Tse-tung, je dis, c'est d'abord un homme politique, un chef d'État, et c'est aussi un stratège. Alors vous faites référence à la Grande Marche ou à sa stratégie politique, à sa stratégie qui l'a conduit à prendre le pouvoir. Non, Mao Tse-tung, effectivement, il y a un chapitre qui lui est consacré par Paul Charon. C'est à la fois un stratège et un stratégiste. C'est-à-dire qu'il a écrit des ouvrages sur la guerre révolutionnaire qui ont fait référence sur l'importance du peuple. Et au fond, il dit ce qui est premier dans la guerre, et notamment dans la guerre révolutionnaire, c'est d'abord la dimension politique. Et ça a été extrêmement influent en Amérique latine, Che Guevara, très clairement. Ça a été auparavant beaucoup d'influence certainement sur le combat du Viet Minh, puis du Viet Cong dans la guerre d'Indochine, puis dans la guerre du Vietnam. Et donc, non, il a vraiment, au-delà de sa qualité d'homme politique et de stratège, il a été aussi un penseur de la guerre. Alors, je m'adresse à vous, Général Hervé Pierre, parce qu'on va quand même dire un mot sur le Général Beauf, que vous connaissez bien. Est-ce que finalement le Général Beauf, qui, si j'ai bien compris, a intégré plusieurs dimensions de la guerre qui vont au-delà du champ de bataille, finalement, est-ce que le Général Beauf n'est pas un disciple de Mao Tse-tung ? Alors là, vous tirez quand même le fil assez loin. Je dirais qu'il est disciple de beaucoup d'auteurs, parce qu'une des caractéristiques du Général Beauf, et ce qui le rend extrêmement utile aujourd'hui, à mon avis, c'est que c'est moins un concepteur qu'un assembleur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allait chercher dans toutes les écoles les outils qui lui permettent de penser la complexité de la guerre. La complexité étant à entendre dans son terme original, de complexus, tisser ensemble. Et donc Beauf est capable d'apprécier la conflictualité dans toutes ses dimensions. Et de fait, C'est-à-dire, pour que ce soit clair pour tout le monde, il n'y a pas qu'un champ de bataille, il y en a plusieurs. alors il y a beaucoup de champs de bataille. On peut parler de guerre sans front, mais sans CENT, pour dire qu'il y a une grande variété de fronts. Il y a aussi une grande variété de manières de faire la guerre. Et Beauf a aussi bien pensé la dissuasion nucléaire que la guerre révolutionnaire, qui est le titre d'un livre qu'il a publié en 1972. Mais il a pensé également l'affrontement classique et la manière dont ces types de conflictualité s'assemblent et interagissent les unes avec les autres. C'est donc une vision complète de ce qui peut être fait dans le domaine de la guerre. De la guerre nucléaire à la guérilla. Oui, tout à fait. Donc vous parliez de Mao Tse-tung. Il cite Mao Tse-tung dans la guerre révolutionnaire, mais c'est aussi un des grands stratégistes qui a pensé la question de la dissuasion après les années 50-60, dans le grand débat tel que le définissait Raymond Aron. Il fait partie des grands penseurs de la question de la dissuasion. Et par exemple, est-ce que le général Beauf a intégré la notion d'influence, qui est évidemment un moment... Enfin, on voit bien en ce moment dans notre vie quotidienne, entre ce qui se passe sur le champ ukrainien, sur le champ de bataille ukrainien, on a aussi une guerre d'influence des Russes qui nous touche, nous, alors qu'on n'est pas directement nous Français et nous Européens, alors qu'on n'est pas directement sur le champ de bataille. Alors non seulement il l'a pensé, mais il l'a pensé très tôt, puisque ses premiers textes sur la composition en quelque sorte des leviers de puissance datent la fin des années 30, 1939. Et en 1939, il dit il y a une dimension militaire, il y a une dimension politique, il y a une dimension économique, et il y a une dimension qu'il appelle à l'époque politique, qui est une dimension d'influence. Et cette dimension, elle devient première dans un de ses derniers livres, en 72, où il dit vous avez d'une certaine manière la dissuasion qui est vraiment centrale dans notre système de défense, mais la deuxième chose, c'est l'explosion de ce qu'il appelle en 72 les masses médias, et le fait qu'aujourd'hui, une grande partie de la guerre se fait dans ce champ-là. Alors, il a écrit son grand livre en 1972, on est en 2025. Il y a au minimum 2 champs de bataille nouveaux, à savoir le spatial et puis le cyber. Est-ce que si le général Beauf était encore vivant aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'il aurait intégré ces 2 champs nouveaux de bataille, ou ces 2 champs de bataille nouveaux ? Alors le livre phare, c'est Introduction à la stratégie 1963. Vous disiez qu'il s'adressait à des civils et à des militaires. De fait, Introduction à la stratégie, c'est un livre qu'on pourrait appeler,
je suis un peu provocateur, mais stratégie pour les nuls. Ça veut dire que si vous ne connaissez rien à la stratégie, vous commencez à lire stratégie, introduction à la stratégie, et vous avez les clés de compréhension. La différence entre 63 et 72, c'est qu'effectivement, il a déployé, il a augmenté, il a accru sa réflexion sur les domaines d'influence. Donc j'ai aucun doute sur le fait que si entre 63 et 72, il a déployé cette réflexion sur les médias, il l'aurait déployé dans tous les champs qui sont les champs de la conflictualité aujourd'hui. Général Durieux, je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi on commençait une guerre, mais comment on termine une guerre? Est-ce que les stratèges travaillent sur cette idée de on commence une guerre, mais aussi il faut la terminer? Oui, parce que la façon dont vous faites la guerre, finalement, elle va être déterminante sur la façon dont vous allez pouvoir l'arrêter et puis sur la paix qui va suivre. Et comment on termine une guerre? En réalité, contrairement à une idée reçue, en général, en fait, on ne termine pas une guerre en ayant écrasé l'adversaire. C'est pas comme ça que ça se passe. Le seul moyen... La victoire, c'est pas la fin de la guerre, pas forcément. La victoire, qui est plutôt, je pense, une notion tactique, ne dit rien, ne dit pas tout en tout cas de la fin de la guerre. La guerre s'arrête quand les deux camps, et notamment le camp qui a eu le dessous, accepte de déposer les armes et reconnaît à certains égards qu'il va devoir traiter. Et ça a été un peu tout le drame finalement de la fin de la Première Guerre mondiale où finalement l'armée allemande n'a jamais admis qu'elle avait eu le dessous. Et donc tout ce mythe du coup de poignard dans le dos, etc., qui a joué un grand rôle probablement dans la frustration de l'Allemagne et dans ce qui a donné 1939-1940. Et donc voilà, il y a vraiment quelque chose de très important. Lorsque on fait la guerre, on doit la faire en vue de la paix qu'on souhaite après. Alors la victoire n'est pas forcément la fin de la guerre, le cessez-le-feu, c'est pas forcément la paix. Alors le cessez-le-feu n'est encore moins la fin de la guerre. Ça peut être une pause, ça peut être le début d'une négociation. Très clairement, un cessez-le-feu n'est pas la fin de la guerre. C'est un sujet qu'on a en ce moment parce qu'on imagine un cessez-le-feu en Ukraine. Évidemment, ce serait une première étape, mais un cessez-le-feu n'est pas la paix. Non, la seule chose qu'on peut penser, c'est que le cessez-le-feu permet probablement d'arrêter la situation à un moment donné. Parce que tant que vous avez un camp qui avance, qui progresse sur le terrain, il n'a aucun intérêt à demander la paix, en général. Et donc, l'intérêt du cessez-le-feu, c'est de permettre, je pense, une phase de négociation. Alors, question centrale, qu'est-ce qui fait un grand stratège? Ça, c'est vraiment une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je pense que le grand stratège, c'est toujours quelqu'un d'abord qui a beaucoup réfléchi aux questions de la guerre et de la paix, qui a beaucoup lu. Quand vous regardez des gens comme Napoléon Bonaparte et d'autres, ils ont énormément lu. Ensuite, c'est quelqu'un qui nécessairement est très au fait de la vie de la cité, de la société et des sociétés qui l'entourent, et y compris qui est très au fait de ce qui anime ses adversaires potentiels. Et c'est quelqu'un qui est capable de relier non seulement la guerre et la paix, qui est capable de comprendre ce qui anime l'autre, c'est quelqu'un qui est capable de regarder dans le long terme. Ça, c'est aussi, je pense, extrêmement important. Ce n'est pas quelqu'un qui conçoit les choses pour le lendemain ou aujourd'hui pour le journal de 20 heures. Le stratège, nécessairement, il a une vision de long terme. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il a une vision, je dirais, un temps d'avance? Oui, alors le stratège, dans sa combinaison des choses, il doit à la fois avoir un temps d'avance dans les solutions qu'il souhaite imposer, et aussi par moment il doit être capable d'être réactif pour réagir à ce que va faire son adversaire. Général Hervé Pierre, vous vouliez réagir aux propos du général Durieux. Oui, je voulais réagir sur cette notion d'anticipation pour soulever un point qui me semble être central et qui est effectivement chez Beauvre.
l'idée de dire que la stratégie n'est pas un livre de recettes, mais une méthode de pensée, c'est-à-dire une méthode en marche, une manière de voir les choses. Et donc, si vous regardez l'œuvre de Beaufre, il commence par penser stratégie et il pense ensuite prospective, c'est-à-dire comment est-ce que, et c'est le titre d'un de ses livres, je vais bâtir le futur. Parce que la méthode stratégique est une méthode qui est toujours penchée vers l'avant et qui est nécessairement nourrie d'un certain nombre de perceptions, d'analyses sur ce que fait l'adversaire et sur la situation qui permet d'envisager des scénarios. C'est la méthode des scénarios. Donc penser stratégie, c'est être en quelque sorte dans une disposition d'esprit qui est celle de l'anticipation. Alors, on a dit que les stratèges étaient évidemment imprégnés d'histoire, comme les militaires, mais ils sont aussi imprégnés de géographie. Or, la situation géographique, elle n'est pas la même. Ce n'est pas la même chose d'être un stratège européen et un stratège américain ou outre-Atlantique, parce que la géographie est évidemment très différente par définition. Est-ce que ça entraîne l'idée qu'il y a une stratégie européenne, une stratégie, je n'ose pas dire anglo-saxonne, mais en tout cas américaine? Est-ce qu'il y a une grande différence? Oui, en tout cas, vous avez de manière claire des cultures stratégiques qui sont propres pour l'essentiel à chaque pays ou chaque grande puissance. Par exemple, la culture stratégique d'une grande puissance maritime, comme les États-Unis, qui est une sorte d'île-continent, est nécessairement très différente de la culture stratégique d'une puissance continentale, comme la Russie, ou bien même d'une puissance mixte comme la France. Et puis il y a aussi l'histoire qui joue, il y a les facteurs religieux qui jouent sur la façon dont vous concevez la guerre et la paix et à quoi sert la guerre. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Général Hervé Pierre, vous voulez réagir? Mais si vous me permettez Et je de vous en prie. compléter, donc évidemment, je m'inscris totalement dans la ligne de ce que vient de dire le général Durieux, avec néanmoins une petite nuance qui est de ne pas essentialiser les cultures au sens où la stratégie, c'est évidemment l'affrontement de deux volontés. Donc votre adversaire vous regarde, votre adversaire vous analyse. Et donc, quand vous l'essentialisez, vous le réduisez à quelque chose alors même qu'il vous regarde et qui peut emprunter chez vous toute une série de notions. Donc, il y a quand même des circulations qui font qu'on ne peut pas résumer une culture stratégique à une position particulière. Il y a des tendances, mais ces tendances, elles doivent être évidemment replacées, contextualisées. C'est toute la force du stratège. Alors, votre livre, 22 chapitres, 22 stratèges, Général Hervé Pierre, si je vous pose la question, quel est votre stratège préféré? La réponse est évidente, le général Beaufre. Alors, je n'ai pas de stratège préféré. J'ai travaillé sur le général Beaufre, mais j'ai étudié aussi bien Beaufre, Poirier ou Ayret. Je viens de lire le chapitre sur Warden que j'ai trouvé absolument passionnant. Et bon, d'emblée, je dirais que lire Clausewitz, c'est quand même fondamental. Et pour vous, Général Durieux, vous êtes un des grands spécialistes de Clausewitz, par définition. Non, mais dans ce livre, moi, il y a des stratèges que j'aime bien lire et je pense qu'on doit redécouvrir aujourd'hui. Il y a Svechin, qui est un auteur qu'on a redécouvert en France, qui sera bientôt traduit en français. Qui est de quelle nationalité? Alors Svechin, c'était un auteur russe, puis soviétique. Malheureusement, il était victime des purges de Staline à la fin des années 30, mais il a pensé ce qu'on appelle l'art opératif, c'est-à-dire la jonction entre la tactique et la stratégie. Et puis il y a Bernard Brody qui a beaucoup réfléchi sur la stratégie nucléaire, c'est un Américain, et sur la question du lien entre la guerre limitée et la guerre limitée conventionnelle et le fait nucléaire. Et je crois qu'aujourd'hui, en Europe, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut relire parce qu'il a beaucoup réfléchi à tous ces sujets-là. Alors ça va être ma dernière question, mais les militaires sont-ils par définition de bons stratèges? Général Hervé Pierre. Alors, je reviens sur la distinction que je faisais au départ entre stratège et stratégiste et les conditions d'espace et de temps. D'une certaine manière, un stratégiste, il peut réfléchir en chambre et donc les conditions d'espace et de temps ne sont pas fondamentales pour lui. En revanche, un stratège, il est opposé à une volonté adverse au sens du chef qui commande sur le terrain et donc les conditions d'espace et de temps sont absolument fondamentales pour lui. Il va utiliser un certain nombre de choses parce qu'il a beaucoup lu, parce qu'il a beaucoup étudié. Il va les synthétiser, mais il va les adapter à la situation dans laquelle il est. Et donc, nécessairement, un chef militaire, un grand chef militaire, ce doit être un grand stratège. Un stratégiste n'a pas besoin d'être un grand stratège.
Général Durieux, est-ce que vous êtes par définition un grand stratège puisque vous avez écrit un livre sur les grands stratèges? Ah oui, non, alors au mieux, je pourrais éventuellement, à ce titre-là en tout cas, prétendre être un stratégiste. Mais ce qui est vrai, pour répondre à votre question, je pense que les militaires ont quelque chose en eux qui est une des composantes qui fait plus tard le stratège, mais ça ne suffit pas. Le général, et ce n'est pas un problème nouveau, le maréchal de Saxe au XVIIIe siècle disait déjà qu'il y a, à son époque, il y a trop de chefs militaires qui ont été de très bons tacticiens, mais qui ont oublié de réfléchir, et qui, disait-il, faute donc de savoir faire ce qu'il faudrait, font ce qu'ils savent faire, et c'est-à-dire de la tactique. Et c'est vraiment quelque chose qui menace, et ça c'est vrai, c'était vrai dans la France du XVIIIe, et je pense que c'est vrai dans toutes les armées du monde. Est-ce que ça veut dire que ces militaires-là font la guerre d'hier aujourd'hui? Le risque, en tout cas, c'est de faire la tactique d'hier ou d'aujourd'hui au lieu de faire la stratégie. Parce que la tactique, c'est toujours très tentant. C'est tentant pour le chef militaire qui sait faire. C'est tentant pour l'homme politique parce que ça se voit. C'est du court terme. On peut vendre ça sur les réseaux sociaux. C'est tentant pour les sociétés parce que les sociétés aussi voient quelque chose de spectaculaire et que la stratégie, c'est dans le long terme. C'est moins tangible, mais c'est la seule chose qui mène à des résultats efficaces, notamment pour revenir sur votre première question, sur une paix durable. Merci, c'est le mot de la fin. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Les Maîtres de la stratégie, édité au Seuil, et vous signerez à 15h à la librairie, vous dédicacerez votre livre dans la mesure où il en reste encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.